Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons toujours dans ce cadre des webinaires sur le lien ville-hôpital et surtout sur les maladies rares et la plateforme Résilience qui permet de faire des présentations sur les centres de référence à qui, eh bien, en médecine de ville, on peut adresser les patients. Et aujourd'hui, nous retrouvons Cécile Rousier qui va nous parler donc des maladies mitochondriales comme c'est affiché sur l'écran, qui travaille dans le service de génétique médicale et qui est responsable du centre de référence sur les maladies mitochondriales. Et donc, ce nom qu'elle va nous présenter, les maladies Calisson. Alors, en PACA, ça nous parle bien Calisson avec Aix-en-Provence. Donc, je vais laisser la parole à Cécile Rousier pour nous parler de ces maladies mitochondriales. Merci à Mer- elle. Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité, voilà, de présenter donc notre centre de référence dédié aux maladies mitochondriales et qui s'appelle en effet Calisson. Alors, historiquement, c'est parce que le premier centre de référence était à Paris, il s'appelait Caramel. Et donc, pour faire un peu sud, on a donné Calisson. Voilà. Donc, juste un mot rapide sur ces maladies mitochondriales. Donc, ça fait partie des maladies rares, mais c'est les plus fréquentes des maladies métaboliques. Et elles sont caractérisées par une grande hétérogénéité, ce qui fait que ce sont des maladies complexes à diagnostiquer et à prendre en charge. Elles sont caractérisées par une grande hétérogénéité à la fois clinique et génétique. Clinique, car on peut avoir n'importe quel organe qui est touché, avec un début à n'importe quel âge, n'importe quel mode de transmission, avec de nombreux gènes impliqués. Donc ça pour l'hétérogénéité génétique. Il y a plus de 400 gènes décrits, soit nucléaires, donc des gènes au niveau du noyau, soit des gènes de l'ADN mitochondrial. Et actuellement, on a encore à peu près un patient sur deux qui est sans diagnostic. Donc là, bon, juste vraiment pour vous montrer le panel de symptômes, de pathologies qu'on peut avoir. C'est des pathologies qui, donc on vient de le dire, sont complexes par leur présentation très variée. Et classiquement, on les évoque, on dit devant une association illégitime, parce que le plus souvent, c'est des atteintes multisystémiques. On peut avoir des atteintes isolées d'organes, mais le plus souvent, c'est des associations qui vont être évolutives et donc avec un tableau un peu inexpliqué. Alors, rapidement, les signes les plus évocateurs et les plus spécifiques, c'est par exemple l'association diabète-surdité, les pseudo-strokes, stroke-like, on dit. En fait, c'est des lésions qui ressemblent à des AVC, des accidents vasculaires ischémiques, mais le territoire va pas être bien systématisé. On sent que c'est pas classique, c'est associé à d'autres choses. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les stroke-like. Euh, et un autre aussi, classiquement, qui doit faire évoquer une pathologie mitochondriale, c'est les ptosis ophtalmoplégie. Donc après, bon, il y a d'autres signes, et notamment, ça peut, ce qu'on pourrait définir comme une ambiance mitochondriale, si on a un antécédent familial, donc que ça soit maternel ou autre, puisque tous les modes de transmission peuvent se voir. Si on a une petite taille, une neuropathie, une personne qui présente une intolérance à l'effort, qui a des myalgies, ou une atteinte cardiaque, avec souvent le trouble le plus retrouvé, c'est une cardiomyopathie hypertrophique, voire des troubles digestifs. Donc tout ça, ça va évoquer une ambiance mitochondriale qui doit faire évoquer cette pathologie. Voilà. Donc, pour vous présenter les centres de référence, on a un maillage territorial, donc national, qui est partagé avec le centre de référence Caramel, donc dont le coordonnateur est Paris. Donc ici, vous voyez en bleu Caramel et en rouge Calisson. Donc pour ce qui est de Calisson, le centre coordonnateur donc, est localisé à Nice, dans le service de génétique médicale du professeur Pakis. On a trois unités, une unité clinique, donc on va se faire les consultations notamment du docteur Annabelle Chosneau, qui est neurogénéticienne. Et puis, on a une plateforme diagnostique, donc que ce soit pour le diagnostic génétique ou pour les études fonctionnelles, donc liées à ces maladies mitochondriales, notamment la chaîne respiratoire. Je redirai un mot après.
Donc, comme vous l'avez vu, c'est des pathologies qui sont souvent multisystémiques. Donc, on travaille bien sûr avec toutes les autres spécialités impliquées. On travaille également avec le centre de diagnostic prénatal pour la prise en charge des femmes enceintes. Et on a une activité de recherche en lien avec l'équipe localisée à Pasteur, l'équipe IRCAN. Au niveau des autres centres de Calisson, on travaille avec le centre constitutif de Marseille, qui a un service spécialisé surtout dans le neurométabolisme, donc le versant pédiatrique, service du professeur Chabrol. On travaille aussi quand même avec les adultes, hein, notamment le service du professeur Attarian et le service d'endocrinologie, le professeur Valero. On a également trois centres de compétences, donc le centre de Montpellier, Lyon, Toulouse, et on travaille beaucoup aussi avec les centres neuromusculaires, notamment les centres neuromusculaires de Strasbourg et de Martigny, qui ont une véritable expertise pour les maladies mitochondriales. Donc, on a trois versants, comme tous les centres de référence, donc le soin, l'enseignement et la recherche. En ce qui concerne le soin, donc, on a toute l'activité de consultation qui est faite dans le cadre du service. Et puis après, on coordonne les différentes spécialités. On fait le relais avec les correspondants également paramédicaux. Pour faire ce travail de coordination, on a également les réunions de concertation pluridisciplinaire qui peuvent être sollicitées. Donc, on a une réunion en systématique une fois par mois, une fois les adultes, une fois les enfants. N'importe qui peut soumettre des dossiers, hein, que ce soit pour des avis diagnostiques ou de prise en charge. Donc, pour aider à cette prise en charge, on a également participé et coordonné différents PNDS. Donc, le MEA, là, ça a été le premier. L'année dernière, on a le PNDS Mengi a été rédigé, donc vient juste d'être finalisé. Et en cours, on a deux autres PNDS, donc qui seront le cancer et le syndrome de Legg cette année. Il y a également des projets d'ETP, éducation thérapeutique du patient, qui sont en cours, et Marseille coordonne un pour le régime cétogène. Donc, on a également un axe sur la lutte contre l'errance et l'impasse diagnostique, puisque c'est vraiment important de diminuer cette errance-impasse. C'est le temps qui va se dérouler entre les premiers signes du patient et le diagnostic. On voit qu'il est encore beaucoup trop long. Donc, dans ce but-là, évidemment, on adapte notre stratégie diagnostique en permanence, on met en place de nouvelles techniques. Donc, le but, c'est toujours d'identifier de nouveaux gènes, d'identifier de nouvelles mutations. Et donc, pour caractériser des variants dont on ne connaîtrait pas la signification, on met en place aussi ce qu'on appelle des outils fonctionnels. Donc, depuis longtemps, on analyse par exemple la biochimie de la chaîne respiratoire, donc, puisque les maladies mitochondriales sont dues classiquement à des dysfonctions de cette chaîne respiratoire. Et donc, on peut analyser son fonctionnement. On peut regarder aussi l'assemblage des différents complexes qui forment cette chaîne. On peut aussi, on a mis en place il y a quelques années une quantification d'hétéroplasmies sur fibre unique. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, ici au milieu, vous avez une coupe de fibres de muscles. On voit qu'en bleu, on a des fibres déficientes, en déficit de la chaîne respiratoire, comparé aux fibres marron normales. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les microdisséquer et on va quantifier le pourcentage d'ADN mitochondrial muté. Et quand on a un taux significativement plus élevé donc dans ces fibres déficientes que dans les fibres normales, pour nous, ça nous donne un argument pour confirmer la pathogénicité de ce variant. Et donc, c'est une étape nécessaire pour confirmer le diagnostic et aller plus loin dans la prise en charge. Enfin, plus récemment, on essaie de mettre en place des
des études de transcriptome de façon un peu plus plus grande échelle, puisque en fait, quand on identifie des variants des gènes, ils peuvent avoir un impact sur les transcrits, donc l'ARN messager. Et donc ça ne se voit pas forcément hein, quand on a ce variant du gène. Des fois, on a un doute sur son impact sur cet ARN messager. Donc classiquement, on fait différentes techniques de séquençage. Et donc pour aller plus vite, on met actuellement en place ce qu'on appelle le RNA-seq, voilà, qui nous fait, c'est du séquençage haut débit d'ARN messager. Donc ensuite, pour lutter contre cette impasse diagnostique, on collabore, on travaille évidemment avec, en lien les deux plateformes de diagnostic en France qui font du génome, donc qui sont Sequoia et Auragen. Nous, on est donc centre de référent pour Auragen dont on dépend et on fait partie des pré-indications, donc des patients qui vont pouvoir bénéficier d'un génome. Ici, vous avez les 4 indications. Donc, on dépend de la filière Philnemus. Et donc, les maladies mitochondriales sont accessibles à un génome. Et donc, pour ça, en fait, les médecins qui souhaitent adresser leurs patients doivent adresser au centre de référence en RCP. On discute de l'indication du génome et donc on valide une fois par mois la possibilité éventuelle de séquencer un génome. Ensuite, sur le versant enseignement, formation, on a différentes actions. Donc, on a un diplôme universitaire qui se déroule tous les 2 ans. La dernière session a été en décembre dernier. On a également des webinaires régulièrement. Donc là, j'ai mis les derniers de 2024 qui sont accessibles en replay. On a eu notamment donc, le MENGI. On a eu un webinaire sur diagnostic et prise en charge des maladies mitochondriales, donc en lien avec le centre de Necker. Et le prochain sera en mars sur la thématique des maladies mitochondriales. Donc on organise des congrès régulièrement. Le dernier donc, faisait partie, était en interaction avec le DU, c'était la Winter School. Et les prochaines actions sur les maladies mitochondriales, ça sera dans le cadre de la SFEM, donc, en lien avec la filière maladies métaboliques. Et donc ça sera à Marseille pour ceux qui sont intéressés. Donc on a également des actions d'information, d'échange avec les associations de patients qui sont vraiment fondamentales. Et donc la prochaine journée qu'on est en train d'organiser sera en septembre. Enfin, le versant recherche, donc, qui est évidemment fondamental pour un centre de référence. Donc, toujours dans le cadre de la lutte contre l'errance, je parlais de mise en place de nouvelles techniques. Donc, on a notamment cette technique de long grid, c'est-à-dire au lieu de faire du séquençage de petits fragments, on veut étudier l'apport du séquençage de longs fragments, donc ce qu'on appelle long grid. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, coordonné par le docteur Saadi. Et puis, on a plusieurs projets en lien avec l'équipe de recherche, donc je disais à Pasteur, notamment, alors toujours dans le but d'identifier de nouveaux gènes, mais aussi, et de façon vraiment importante, identifier de nouveaux traitements. Donc, identifier des cibles thérapeutiques pour aller jusqu'aux essais cliniques. Et donc, on a comme exemple, donc il y a une thématique chère à notre équipe, c'est il y a plusieurs années, on avait identifié grâce à l'étude d'une famille un gène, donc un nouveau gène maladie mitochondriale, qui est le gène CHCHD10. Et puis par l'étude, on a commencé par caractériser le rôle, la physiopathologie de ce gène. Et puis, secondairement, il y a des études qui ont été faites pour cibler, identifier de nouvelles molécules potentiellement
avec un effet thérapeutique. Et ce qui nous a permis d'identifier cette molécule-là, le nufuroxazide, qui a été testé sur des fibroblastes et qui montre un effet bénéfique. Et donc là, c'est en cours de tests sur différents types cellulaires, modèles murins, pour à terme mettre en place un essai clinique. Donc là, c'est un bon exemple du patient à la cellule et retour au patient. Il y a de la recherche aussi dans les autres centres, et notamment le centre de Montpellier, toujours avec de la recherche fondamentale, notamment sur les patients sur la thématique SPG7 et pardon, hop, il y a ça qui me gêne en plein milieu, et des projets de recherche plus cliniques, donc comme ici le recueil clinique sur le devenir à long terme des patients adultes avec déficit en PDH. Donc toutes ces informations, elles sont disponibles sur différents sites. Donc on a le site Calisson, le site Résilience et également le site Finemus, donc site de la filière dont nous dépendons. Pour ceux qui souhaiteraient, nous avons aussi disponible des plaquettes sur le centre de référence. Et on a mis également, on a fait une affiche qui est disponible pour ceux qui seraient intéressés aussi, qui reprend les principaux signes cliniques qui doivent faire évoquer une maladie mitochondriale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ah, on ne vous attend pas, le micro est coupé. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Là, vous m'entendez, c'est bon? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation. Effectivement, dans le domaine des maladies rares, là, on est vraiment dans les maladies très rares. Cette dernière diapo illustre vraiment effectivement les choses et ça sera très intéressant de pouvoir la faire diffuser pour que les gens soient un petit peu plus sensibilisés. On va, comme d'habitude, hein, dans ces 10 dernières minutes, garder la possibilité de poser des questions. Donc, j'invite les nombreux participants, s'ils ont des questions, soit à se manifester pour prendre la parole et poser leurs questions en direct, soit à l'inscrire dans le chat directement. Et Sabia se fera un plaisir de la lire et de la transmettre. Moi, une toute petite question par rapport justement à cette dernière diapo. Donc, on a vu certaines associations de signes cliniques qui doivent faire évoquer ces Je peux maladies. repartager du coup. J'ai coupé, mais Voilà. je peux remettre. Voilà. Non, mais juste sur le principe. Comment on vous contacte? Qu'est-ce qui est le plus simple? Comment ça se passe et comment on peut faire en sorte que ça soit beaucoup plus simple pour vous? C'est-à-dire, en gros, on envoie un mail en disant, tiens, j'ai ce patient qui présente ces signaux-là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit reçu? Comment ça se passe? Oui, alors on a l'adresse mail du service, là, donc c'est sur la fiche, hein, c'est secrétariat-calisson@chu-nice.fr. Donc voilà, n'importe quelle demande peut nous être adressée, soit sur ce mail-là, soit via Résilience, Vol Laboratoire. Tout, de toute façon, amène au même endroit. Et donc, on lit tous les mails et on répond. Donc, on adresse, soit c'est pour, en effet, une consultation pour nous. Et donc, on vous proposera, on vous expliquera les modalités. Soit, si jamais ça ne correspond pas, on vous expliquera à qui vous adressez d'autres. Mais bien sûr, on est joignable par mail, je pense que c'est le plus simple. Par téléphone, vous pouvez tenter, mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Très bien, merci. Pendant que Alors, là aussi, oui, ou Sabia, s'il y a déjà une bon, question. allez-y, hein, allez-y si vous voulez. Oui. Il y a Oui, vas-y. Non, 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 Vous c'est aviez bien. une autre question? Oui. Oui, alors peut-être juste, tout à l'heure, on a parlé de l'éducation thérapeutique. Dans les principes de l'éducation, enfin, l'éducation thérapeutique dans le cadre des maladies mitochondriales, ça repose et ça a quoi comme objectif? Ça repose sur quoi et quels sont les objectifs? Pardon, pour le TP,
Oui, Alors là, c'était pour celui de Marseille, c'est pour expliquer le régime cétogène aux personnes qui sont susceptibles d'en bénéficier. Donc, bon, après, c'est vraiment quelques cas ciblés, mais par exemple, dans le syndrome de Legg, dans certaines formes d'épilepsie, on a vu que le régime cétogène améliorait bien. Donc, c'est quand même un régime un petit peu complexe. Donc, le but, c'est... alors, il y a des choses en présentiel, il y a des choses en format un petit peu interactif, en visio. Euh, voilà, le but, c'est d'expliquer, de former les patients à la, comment dire, la compliance, la meilleure compréhension pour avoir une meilleure compliance derrière. merci. Sabia, des questions sur le Oui, chat? une question, c'est par rapport, elle disait, quelle est la technique en fait que vous avez choisie pour les long grids? Alors, le projet qu'on avait, c'était qui a été déposé, c'est avec du pack bio. Euh, Ce qui a été publié, c'est sur Nanopore. Mais en parallèle, en fait, moi, j'aimerais bien faire les deux. Parce qu'en fait, bon, on connaît les difficultés, hein. Nanopore, c'est un peu moins cher, mais la qualité serait un petit peu moins bonne. Et PacBio, c'est beaucoup plus cher. Donc, ça a l'air mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Donc, bon, on va voir. Ok, merci Claire qui a mis donc l'adresse du secrétariat ici dans le chat pour les personnes qui veulent contacter le secrétariat. Juste une autre question Merci. concernant du coup, tu disais que les médecins pouvaient vous adresser les patients en RCP. Comment ça se passe et est-ce que un patient doit obligatoirement passer par le centre pour le diagnostic ou un médecin en fait peut faire ce diagnostic-là et faire cette demande? Et quelle est votre relation en fait avec la médecine de ville? Trois questions. Il y a beaucoup de questions là. Beaucoup de Euh, questions. alors, c'était quoi? La première, c'était comment nous adresser un patient à RCP. Oui. Alors, c'est assez simple, c'est la même adresse mail. Vous pouvez nous solliciter, donc en général, on échange toujours un petit peu sur le dossier du patient. On voit s'il y a un intérêt, alors sur des... Alors, c'est un peu chevauchant du coup avec la question suivante, mais sur un avis, voilà, un patient, on va dire, qui est très évocateur d'une mutation, on va dire 32-43, qui est la plus fréquente, on va dire directement, bah, adressez-nous des prélèvements, on va vous adresser les conditions de prélèvement, le consentement, et vous pouvez nous l'adresser directement. Si c'est des dossiers un peu compliqués, en effet, on va vous dire, bah, présentez votre dossier en RCP. Donc là, on utilise le logiciel Rofim. Donc on va vous demander de vous inscrire sur le logiciel Rofim. Vous présentez, vous saisissez votre fiche, tous les données que vous avez pour votre patient, et puis on le présentera, on en discutera ensemble. Donc c'est le jeudi, classiquement le premier jeudi du mois. Euh, voilà. Et la troisième question, Quelle est c'était... la place de la médecine de ville en fait? Alors, là, il y a certaines analyses qui ne sont pas faisables, en effet, en ville, hein. Les prélèvements ne sont pas faisables comme ça. Donc, il y aura nécessité d'adresser au centre de référence, en effet, pour un prélèvement. Parce que, voilà, ça dépend qui adresse. Si c'est un entrechus, c'est plus facile pour la prise en charge, surtout des analyses génétiques, hein, qui ne sont pas encore à la nomenclature, donc pour la facturation, etc. C'est des prélèvements qui ne peuvent pas être faits en ville. Donc en CHU, on peut dire envoyez-nous directement un prélèvement. En ville, on vous dira adressez le patient en consultation. D'accord. Alors, j'ai une question concernant de Madame Corinne Vigourou.
qui parlait en fait de la suppression du code ORFA pour la surdité. Alors, est-ce que c'est Je vais regarder. Je vois. Oui, voilà, oui, ok. oui, Diabète, vous Oui, voulez surdité, faire, pardon. bonjour. Voilà. on Oui, peut en on parler peut directement, parler. bonjour. Oui. Allez-y. Oui, nous, on s'occupe de diabète rare. En fait, moi, je coordonne le centre Prisis qui s'intéresse au diabète. Donc, certains des diabètes, comme vous l'avez bien dit, sont d'origine mitochondriale. Mais donc, récemment, on nous a indiqué qu'effectivement, la prévalence de plus de 1 sur 2000, en fait, de l'association diabète-surdité empêchait de le considérer comme une réelle maladie rare, en tout cas en Europe. Donc, je me disais, voilà, comment, enfin, nous, c'est les directives qu'on a eues de plus coder ces patients-là comme maladies rares. Donc, voilà, je voulais juste savoir comment comment vous Oui, considérez ces informations-là. Voilà. j'ai vu ça et bon, nous, on n'est pas tout à fait d'accord, bien sûr, pour plus les coder. Je trouve que c'est dommage parce que c'est pas non plus une maladie fréquente. Alors, bon, sortir de là les cardiomyopathies et qui sont Voilà. enfin bon, ça reste quand même des pathologies relativement fréquentes. Et en tout cas, on n'a pas d'autres moyens pour les suivre correctement. Dans Bamara, il faut que les cliniciens remplissent ça. Donc, on va contourner, hein, on va utiliser notre code. Hein, Oui, voilà. Donc, nous, en pratique, on a demandé à nos centres d'utiliser d'autres codes, ce qui est finalement logique parce que comme vous l'avez bien dit, c'est des maladies qui ont une expression clinique très diverse et il est bien rare d'avoir uniquement un diabète et d'ailleurs la surdité n'est pas toujours associée ou pas toujours bien vue. Donc, bon, bref. Ouais. Et du coup, c'est une bonne question et on a tout un travail là qui est en cours pour l'homogénéisation dans Oui, Bamara des codes ORFA. On diffusera et après, donc bon, on utilisera pour le diabète surdité, tant pis, on oui, parce utilisera qu'on le risque code de perdre MELAS. l'information. Nous, ce qu'on avait peur, c'est qu'en perdant ce code, on risque de perdre l'information sur le patient et ils ont quand même voilà, besoin de prise en charge Ben, particulière, etc. on Mm. diffusera nos recommandations. Ouais, je suis Et intéressée. c'est en effet, voilà, on s'était mis en lien aussi avec G2M. Je pense que voilà, on est chevauchant sur beaucoup de Mm, pathologies, de mm, mm. filières. Donc merci. Merci. Pas d'autres questions dans le chat? Et si j'ai bien compris, donc, Calisson, c'est plutôt pour les enfants et Caramel plutôt pour les adultes. C'est comme ça que vous séparez? Non, Non, pas du tout. non. On a Non. les deux centres ont adultes enfants, mais au sein de Caramel et au sein de Calisson, on a des centres qui sont plus pédiatriques. Par exemple, dans Calisson, je disais que Nice est plus adulte et Marseille plus enfant. Inversement, dans Caramel, Necker est plus, bah, évidemment, enfant, alors que d'autres centres vont être plus adultes. Voilà. Du, du coup, ça va couper. On vous entend plus, Ouais. Corinne, s'il y a une réponse, mais Oui, non, bon, merci, voilà. merci beaucoup. Oui, Mais oui, bon, voilà. Chaque centre a ses spécialités. merci. Et merci pour la Bonne... présentation. Merci, bonne journée. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Non, il n'y a pas d'autres questions a Non. priori. Donc, c'est que effectivement, a priori, tout était parfaitement clair. Donc, encore un très grand merci pour cette présentation, pour ces échanges. On va diffuser la plaquette avec les signes cliniques, avec les différentes adresses pour pouvoir solliciter un avis et voir comment prendre en charge ces patients. Je souhaite à tous une très bonne journée et encore une bonne année, puisqu'on est encore dans la bonne période. Et puis, je vous invite à communiquer autour de vous pour que un maximum de personnes puissent aller revoir là aussi ce webinaire, puisqu'ils sont accessibles. Sabia nous transfère régulièrement les liens en attendant qu'éventuellement ils soient encore mieux rassemblés et encore plus visibles. Mais voilà, c'est un travail qui se fait petit à petit. Donc encore un grand bravo à elle, un grand merci à elle et un grand merci au docteur Rousier. Je vous souhaite une Merci à très vous bonne aussi. journée et à très Bonne journée bientôt. à tous. Au revoir, Merci. merci. Merci, au revoir.